l'actualité, les gouverneurs des 19 régions et du district de Bamako étaient à la primature. Ils ont rencontré le Premier ministre pour parler de l'état d'exécution des projets d'infrastructure dans nos différentes régions. Le chef de gouvernement a souligné la pertinence de la réalisation des infrastructures pour le bonheur des populations. Nous parlerons de cette bonne nouvelle. Le Mali vient de signer un protocole d'accord avec 3 sociétés minières, un acte qui va donner un coup d'accélérateur au secteur minier. 3e édition du colloque scientifique international sur l'alphabétisation en langue africaine. Des recommandations sont formulées pour l'intégration de ces langues. Et zoom sur le centre de recherche et de formation médicale, ce sera dans Focus Santé. Ce centre peut traiter plus de 200 échantillons par jour pour diagnostiquer le cancer et autres maladies génétiques. Focus Santé en fin de journal. Bienvenue si vous nous rejoignez sur ORTM 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'ouverture de ce journal, cette rencontre entre le Premier ministre et les gouverneurs des 19 régions et du district de Bamako, c'était à la primature. Sur la table, le point de l'état d'exécution des projets d'infrastructure dans les régions. Le Premier ministre reconnaît la pertinence de la réalisation de ces infrastructures qui visent à satisfaire les besoins des populations. Le point avec Mamari Koné et Aliou Touré. Le point des travaux des projets de réalisation d'infrastructures dans le cadre de la satisfaction des besoins des populations et comment améliorer les conditions de travail des représentants de l'État. C'est pour apporter des réponses concrètes à ces questions cruciales que le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a rencontré les gouverneurs des 19 régions du Mali. Pour la circonstance, le chef du gouvernement avait à ses côtés le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, les directeurs généraux du budget et du plan et d'autres collaborateurs. Le tour de table a permis aux différents gouverneurs d'évoquer les préoccupations au niveau de leur circonscription administrative. Nous avons été vraiment satisfaits de cette rencontre et nous avons pu évoquer les contraintes qui sont au niveau de nos régions. Et le ministre de l'économie et des finances nous a rassuré que ils sont à la tâche et ils sont en train de tout mettre en œuvre afin que nous soyons satisfaits au niveau de nos régions. Le Premier ministre chef du gouvernement a reconnu la pertinence des projets et souhaite l'amélioration de la situation sécuritaire qui constitue aujourd'hui la priorité. Il a aussi remercié les gouverneurs des régions pour leur résilience. C'était effectivement pour faire le tour sur les besoins urgents que les régions connaissent aujourd'hui et chercher les solutions pour pouvoir en tout cas permettre non seulement à ces gouverneurs de région, eux et leur équipe de pouvoir avoir les meilleures conditions de travail, mais également de pouvoir assurer tout ce qui leur permettra donc de donner satisfaction aux populations qui sont dans leur ressort territorial. Il s'agissait donc pour le ministère des Finances, à travers ces 2 structures, direction du plan et direction du budget, de voir comment nous pourrons nous ajuster pour en tout cas permettre de donner le maximum de réponses favorables à ces doléances. Les gouverneurs ont bien compris les difficultés également que l'État central aussi a de nos jours, mais des engagements forts ont été pris. Et nous pensons que lors de l'arbitrage budgétaire qui doit se tenir le lundi avec les gouverneurs de région, la plupart des questions trouveront leur réponse. Les gouverneurs des régions ont salué la tenue de ces cadres et remercié le Premier ministre pour toute l'attention portée à leur endroit. Ils reconnaissent tous que la satisfaction des besoins des populations fait partie de leur mission quotidienne. Je le disais en titre, 3 sociétés minières viennent de signer un protocole d'accord avec les autorités maliennes pour se conformer au nouveau code minier, une avancée majeure qui vise à faire de l'exploitation de l'or un véritable moteur de développement. Le reportage est signé Tamsir Diabaté. L'or du Mali, ce métal précieux qui pendant des années enrichit les sols, mais trop peu les populations. Aujourd'hui, un tournant décisif s'amorce. Après de longues négociations, l'État malien et 3 sociétés minières viennent d'acter leur engagement pour un avenir plus équitable et transparent, conforme au code minier de 2023.
C'est une signature qui fait date. Fabula Gold Mine, Bagama Mining et Kanana Mine, 3 entreprises qui s'engagent désormais à respecter scrupuleusement les nouvelles exigences légales en matière d'exploitation aurifère. Un protocole d'accord salué par le ministre des Finances et celui des mines qui voit en ce acte un levier pour redonner à l'or malien toute sa valeur afin qu'il brille davantage pour le Malien. Aujourd'hui, nous avons pu convenir avec ces 3 sociétés. Donc ces 3 sociétés, à la suite de cette signature, vont passer donc sur le code minier de 2023, ce qui veut dire que toutes les retombées seront là en termes fiscaux, en termes de droit domanial, de droit douanier, parce qu'on n'aura plus l'exonération sur les produits pétroliers. Donc tous les avantages liés au nouveau code minier et au contenu local seront rigoureusement appliqués désormais à ces 3 sociétés. Cette cérémonie est la confirmation que l'harmonisation des sociétés minières avec le code minier de 2023 est une réalité. Et cela aura un impact positif sur l'économie nationale. La société Somika a une durée de vie de 10 ans et nous comptons avoir à peu près 135 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc pendant 10 ans, la société Bagama, c'est l'ordre de 50 milliards de francs CFA par an pendant 5 ans. Et la société Fabula Gold, c'est à peu près 75 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires sur 5 ans. Donc tout cela mis bout à bout doit permettre de conforter donc les recettes fiscales au niveau du budget d'État, mais également de conforter l'abonnement des fonds, de renforcer également le contenu local, parce que toutes ces sociétés qui au passage vont employer environ chacune 2000 personnes auront également à signer des contrats de sous-traitance dans le cadre du contenu local, toutes choses qui vont vraiment renforcer notre économie en termes d'apport de recettes budgétaires, mais également en termes de relance de notre économie, de la croissance dans notre économie. Dans un contexte économique exigeant, ce protocole marque aussi la volonté du gouvernement de créer un environnement d'affaires stable et professionnel. Cet aboutissement montre que l'État du Mali a mis tout en œuvre, mais vous aussi, pour que nous puissions discuter, échanger, arriver à un résultat qui prouve que aujourd'hui nous sommes en train de mettre en place les conditions qu'il faut pour que vous puissiez opérer dans un cadre juridique et politique convenable pour que cette exploitation minière puisse à la fois être rentable pour nous, mais aussi pour l'État du Mali. Pour leur part, les entreprises minières se disent pleinement satisfaites des accords obtenus. Elles saluent et apprécient l'esprit du partenariat gagnant-gagnant. Il consolide le partenariat entre notre société et l'État du Mali autour de valeurs communes, à commencer par la transparence, l'engagement et le développement durable au service de tous nos concitoyens. Il s'agit d'une opportunité en termes d'emploi direct pour les Maliens, avec également la possibilité d'acquisition de compétences nouvelles. On est convaincu qu'on a un accord équilibré. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de négociations. Donc nous avons pu trouver un accord qui d'abord règle cet objectif de pouvoir rapidement redémarrer la construction de la mine. On va s'y atteler le plus tôt possible. Le protocole prévoit 6 mois à partir de la date de signature, les travaux devraient démarrer. Et puis donc 18 mois, dans les 18 mois prochains, de devoir donc pouvoir démarrer la production elle-même. En tout cas, on est satisfait de valoriser en tout cas ces réserves, de valoriser le potentiel du permis d'exploitation de Kalana. Nous sommes arrivés à un consensus qui a abouti sur un protocole acceptable pour l'ensemble des parties. Et nous sommes satisfaits d'être arrivés à cette étape qui nous permet dorénavant d'aller de l'avant sur une meilleure base juridique. Avec ce protocole, le Mali trace une nouvelle voie dans l'exploitation minière. Une voie qui promet afin que les Maliens profitent de la richesse de leur sous-sol. Et la ministre des Transports et des Infrastructures nous donne des précisions sur les arrêts temporaires des travaux sur certains axes routiers. Dans Mélie-Madina Sissoko rassure les populations de l'engagement constant des plus hautes autorités à tout mettre en œuvre pour trouver des solutions idoines. Al-Jumatina.
Des interruptions momentanées du trafic sur certains axes routiers importants du pays sont constatées depuis quelque temps. Et au département des transports et des infrastructures, selon le ministre Dambélé Madina Sissoko, plusieurs raisons sont à l'origine de ces interruptions temporaires des travaux. Généralement, la saison pluvieuse, c'est une saison qui n'est pas du tout favorable à certains corps d'État par rapport aux travaux routiers. Si je prends les tronçons Bamako-Kaï, précisément au niveau de la localité Trenga-Marena, où nous avions eu un certain moment, le 14 juillet précisément, une interruption momentanée sur ces tronçons. Mais l'interruption était due à une brèche qui avait été réalisée par l'entreprise pour construire un ouvrage. Malheureusement, l'entreprise a fait l'objet d'une attaque et les travaux ont été interrompus. Et ensuite, quand vous prenez au niveau de la route Bla-San-Kessedougou, donc on a un ouvrage aussi, un dalo qui était en réparation. L'entreprise a réalisé une déviation. Malheureusement, la déviation, c'était dans une zone marécageuse. Et un véhicule de transport gros porteur s'est embourbé. Et pratiquement à l'aller-retour, le trafic était interrompu. Mais le lendemain, quand les travaux sur l'ouvrage ont fini, le trafic a été rebasculé. Maintenant, si vous regardez aussi au niveau de Loulouni-Sikasso, on a un ouvrage aussi qui devait être réhabilité. Donc une déviation aussi a été réalisée. Comme vous le savez, c'est une zone de forte pluviométrie. Donc à la date d'aujourd'hui, en plus de la déviation qui est restée, l'ouvrage aussi terminé complètement. Maintenant, quand vous regardez la RN7, en allant vers Sélingué, le pont de Sélingué a été emporté par les pluies diluviennes d'août 2024. Donc on avait fait une déviation aussi. Et cette déviation, comme vous le savez, les ponts sont réalisés généralement au niveau des ravins. Donc les déviations se trouvent en la plupart des cas dans les ravins. Donc on peut dire qu'à la date d'aujourd'hui, cet ouvrage aussi est terminé. Pour aussi, on a un ouvrage. Les eaux de l'année dernière aussi ont endommagé certains piliers de l'ouvrage. Une déviation aussi a été réalisée. Donc nous sommes au courant de tout ce qui s'est fait sur ces axes routiers. Concernant l'axe routier Sévaré-Boré-Douanza-Gao, Madame le ministre souligne que les dispositions sont en cours pour le rétablissement du trafic sur cette route. Ces tronçons avaient fait l'objet d'une attribution. Mais malheureusement, il y a eu des difficultés dans la procédure de passation des marchés relatifs aux travaux. Et des dispositions sont en cours. Sinon, le financement aussi de ces tronçons est disponible. Donc c'est pour dire à la population que nous sommes de cœur avec elle. Nous sommes conscients des désagréments causés quand il y a interruption de la circulation sur un axe routier. On est au courant. Mais nous demandons leur indulgence. Cette sortie médiatique de Dambélé Madina Sissoko fait suite à des publications de vidéos sur les réseaux sociaux concernant l'arrêt temporaire des travaux. Et ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, communiqué ainsi libellé, il nous a été donné de constater que des individus mal intentionnés se font passer pour des intermédiaires agissant au nom ou pour le compte des personnalités ou autorités publiques dans le but d'obtenir des faveurs ou avantages dans certaines administrations publiques. Par ces manœuvres, ces individus malhonnêtes parviennent à soutenir de l'argent à certains opérateurs économiques ou demandeurs d'emploi contre de fausses promesses. De même, d'autres se livrent à des actes d'intimidation à l'encontre de certains cadres de l'administration
l'administration ou des opérateurs économiques au nom des services de la présidence de la République. Ces actes déplorables compromettent la transparence et l'égalité de tous dans la fourniture des services publics et sont en porte-à-faux avec les dispositions de la loi numéro 98-012 du 19 janvier 1998 régissant les relations entre l'administration et les usagers des services publics. Face à la gravité du phénomène, les agents publics et les opérateurs économiques qui sont leurs cibles sont exhortés à faire preuve de vigilance, de rigueur et de professionnalisme en privilégiant les canaux appropriés pour toute demande d'accès aux prestations de l'administration. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite la population à la vigilance et rappelle que ceux qui s'adonnent à ces pratiques pénales répréhensibles et leurs complices s'exposent à la rigueur de la loi. Fait à Bamako, le 28 juillet 2025, le général de division Daoud Ali Mohamedine, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les vecteurs aériens maliens ont effectué des frappes dans la région de Kidal le dimanche 27 juillet 2025. Le bilan, plusieurs terroristes neutralisés et des véhicules détruits. On en sait plus avec Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les vecteurs aériens ont le dimanche 27 juillet 2025 dans l'après-midi à 27 km au nord-ouest de Kidal repéré des véhicules remplis de terroristes et de plots logistiques. Après observation et vérification, les cibles ont été foudroyées avec succès. Les véhicules et leur contenu ont été tous détruits. Le même jour, dans la nuit, à 30 km au nord-ouest de Kidal, un véhicule terroriste a été également détruit. Tout en invitant la population à renforcer davantage la collaboration avec les forces armées maliennes, la hiérarchie militaire rassure de la détermination de nos vaillants soldats à sécuriser les personnes et leurs biens. Et face à la puissance de feu des forces armées maliennes, les groupes terroristes réinventent leur guerre. Ils utilisent des véhicules gonflables. Ces véhicules ne sont pas destinés à avancer, mais à tromper l'œil des drones, nourrir la propagande, s'aimer le doute. Par l'artifice, les terroristes cherchent à inverser les rapports de force, à donner corps à une puissance qu'ils n'ont plus. Le décryptage du parc auto-gonflable des terroristes avec Garibou Pérou. Il fut un temps, pas si longtemps, où les groupes terroristes tentaient d'imposer leur règne par la brutalité. Mines dans la poussière comme des vipères invisibles, engins à effet dirigé tels des éclairs de mort et des drones kamikazes comme des cavaliers de l'apocalypse. Mais cette époque a reculé et peu à peu, la ruse a été découverte et les terrains repris. Les forces armées maliennes, fortes de leur engagement, de leur discipline et de leur professionnalisme, ont infligé revers sur revers aux ennemis de la paix. Sous la pression constante, les groupes terroristes ont dû se réinventer. À défaut de régir, les véhicules ennemis se contentent désormais de gonfler. Faits de plastique, légers comme mensonges, ces véhicules sont parqués tels des fantômes. Ni vivants, ni morts, ils ne sont que les pétards d'une guerre qui cherche à survivre par le mirage. De fait, sur le front conventionnel, les ennemis de la stabilité choisissent désormais la tromperie pour recours. Le champ de bataille des bâches gonflables imitant des véhicules pour tromper l'œil mécanique des drones, d'attirer vers le néant les missiles de haute précision et de vider les arsenaux les plus coûteux sur des cibles imaginaires. Mais ce changement de méthode dit une chose: les terroristes ont cessé de croire à la victoire par la force. Ils s'en remettent désormais à la fiction, preuve éclatante que la véritable puissance leur échappe. Face à cette métamorphose, les femmes tiennent bon. Elles adaptent leur regard, affinent leur analyse et placent la sagacité au cœur de la riposte. Car il ne suffit plus de frapper fort, il faut frapper juste. C'est là que réside aujourd'hui la grandeur des forces armées maliennes. Tout à fait, Garibou. Force Fama. Ouverture des travaux de la 3e édition du colloque scientifique international sur la terminologie et l'alphabétisation en langue africaine, entre autres. Occasion pour les experts et les chercheurs venus d'une dizaine de pays de formuler des recommandations pour l'intégration des langues africaines. On en parle avec Youssouf Diakité et Tchadja Kamara.
Valoriser nos langues nationales pour un développement durable endogène. Voilà la quintessence de cette 3e édition du Symposium international sur la lexicologie, la terminologie et les langues africaines. Les paris terminologiques et d'alphabétisation qui nous animent tous sera en partie résolu au sortir de ce colloque. Quand on veut officialiser les langues nationales, il faudrait que les langues soient outillées, instrumentées, et que les experts apportent vraiment beaucoup de choses pour qu'on puisse aller à leur enrichissement lexical et dans tous les domaines. Aujourd'hui, nos pays sont lancés dans la bataille de la quête de la souveraineté globale. Et donc, qui dit souveraineté dans tous les domaines. Dans le domaine sécuritaire, naturellement, dans le domaine alimentaire, dans le domaine culturel, dont les langues constituent le socle. La finalité, c'est vraiment d'approfondir la réflexion sur l'engagement en faveur des langues nationales, et plus spécifiquement la lexicologie, la lexicographie et en général le développement des langues nationales africaines. Cela nous permettra de toujours garder nos valeurs, même je pourrais dire ancestrales, et ça va nous démarquer aussi des autres cultures, parce qu'on ne sera pas toujours en train de copier tout ce que l'Occident nous amène comme culture ou comme promotion de leur culture. Votre engagement en faveur de la revitalisation de l'équipement et de la documentation des langues africaines est à saluer et à soutenir. Mes remerciements et ma gratitude vont également à l'endroit de la Société internationale de linguistique, dont le soutien financier a grandement contribué à la tenue de cette rencontre. À l'issue de 2 jours de travaux, les experts et les chercheurs formuleront des recommandations allant dans le sens de l'intégration de nos langues nationales dans notre quotidien. Comité de concertation et de suivi du programme d'appui à la pêche artisanale, la rencontre vise à mettre en lumière les tenants et aboutissants du dit projet et à favoriser la concertation entre les parties prenantes. Le compte-rendu de Maïmouna Guindo et Oumar Koné. Dans les eaux du fleuve Niger, chaque jour, des milliers de pêcheurs jettent leurs filets à la recherche du poisson ou autres produits dérivés de la pêche pour subvenir à leurs besoins. Pour ce faire, ils utilisent souvent des moyens limités, voire rudimentaires, car ils ont peu d'accompagnement. Mais grâce au projet d'appui à la filière halieutique, PAFA, les lignes bougent. Et c'est pourquoi les résultats du programme ont été présentés lors d'une rencontre du comité de concertation et de suivi. Une occasion de mesurer les progrès réalisés et d'envisager les prochaines étapes. Malgré un contexte sécuritaire difficile, le projet n'a cessé durant toute sa durée de mise en œuvre d'accumuler donc de bons résultats. On peut citer quelques exemples. L'appui à la cogestion a été un véritable succès. On a pu développer la cogestion, qui est la gestion durable des pêcheries, et on a contribué à diminuer, disons, les conflits dans l'exploitation des ressources halieutiques en faisant adopter des conventions locales de gestion des pêcheries. Au-delà des retards dans la mise en œuvre complète des activités, les résultats du projet PAFA sont aujourd'hui visibles sur le terrain. Le PAFA, qui devait clôturer au mois de décembre 2024, a eu un rallonge de 9 mois. Suite à un avenant signé entre l'Union européenne et le gouvernement du Mali, le PAFA visait comme objectif de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. En 9 années d'intervention, la mise en œuvre du projet d'appui à la filière halieutique a permis de faire un grand pas dans l'atteinte du premier objectif du PRORESA par l'amélioration des revenus des acteurs du sous-secteur pêche et pisciculture à travers des appuis multiformes pour le développement de la filière halieutique sur l'axe Bamako, Ségou et Mopti. Avec la présentation de ces premiers résultats, le projet PAFA pose les jalons d'une filière halieutique mieux structurée, notamment dans 2 bassins de production halieutique, Mopti et Ségou.
Actualité AES, première escale à Niamey, la capitale nigérienne accueille la 16e Assemblée générale de l'Union des gestionnaires d'aéroports de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de modernisation, de sûreté et de souveraineté aérienne. Compte rendu, Pascal Sessou-Gauthier. Le Niger accueille cette année la 16e Assemblée générale de l'Union des gestionnaires d'aéroports de l'Afrique du centre et de l'Ouest, UGACO, placée sous le thème évocateur « Croissance du trafic aérien et défis du développement des aéroports africains ». Cette rencontre d'envergure a réuni les principaux acteurs de l'aviation civile de la sous-région. Ils échangeront durant 2 jours autour des enjeux cruciaux liés à la modernisation, la sécurité et la compétitivité des infrastructures aéroportières africaines. Cette 16e assemblée nous offrira l'opportunité d'aborder l'impérieuse question du développement durable de nos aéroports. Nous examinerons en profondeur les enjeux liés au respect des normes de sécurité et de sûreté sans omettre les impacts environnementaux inhérents à nos activités aéroportuaires. C'est fort de cet impératif que l'UGACO entreprend de profondes réflexions pour accompagner activement les aéroports dans la mise en œuvre de leur politique commune. Pour pouvoir fédérer les efforts pour un développement harmonieux des plateformes aéroportières africaines, le rappel historique de la création et des missions de l'Union est important. L'Union a pour objectif de promouvoir le développement durable de l'activité aéroportière des aéroports membres à travers notamment la définition de positions et avis communs sur la réglementation et les questions internationales relatives au secteur aéroportuaire, la mise en commun des stratégies et moyens de croissance, l'échange d'informations, d'expériences et d'expertise entre ses membres, l'amélioration de la gestion des aéroports membres, la promotion de la coopération sud-sud entre gestionnaires d'aéroports. En ouvrant officiellement les travaux, le ministre en charge de l'aviation civile a insisté de transformer ce secteur aérien. Si des progrès notables ont été accomplis, il reste des leviers à actionner et je suis convaincu que vos travaux permettront d'en identifier des solutions endogènes les plus prometteuses. Parmi les enjeux prioritaires figurent la maîtrise des coûts énergétiques et technologiques, l'attractivité accrue de nos destinations et surtout la modernisation et l'adaptation de nos infrastructures aéroportières à la demande future. Ce rendez-vous de Niamey marque ainsi une étape déterminante dans la dynamique enclenchée il y a près de 3 décennies, avec pour cap un ciel africain plus accessible, plus sûr et mieux connecté. Et au Burkina Faso, la promotion 2017 des forces armées nationales apporte sa contribution à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Elle vient de remettre 3 tonnes de ciment, un geste fort, symbole de solidarité et de patriotisme. Elle a également remis 80 000 francs CFA pour soutenir les veuves et orphelins de leurs frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Le point avec Hadi Sandamba. Quartier général de l'initiative présidentielle Faso-Mebo à Ouagadougou. Une délégation du contingent 2017 des forces armées nationales fait don de 3 tonnes de ciment. Après la remise officielle, les éléments se constituent en ouvriers en s'emparant de gilets et casques de chantier. Entre remplissage de moules à pavés, brouettes de sable et mélange de ciment, chacun met la main à la pâte. Un acte concret, sincère et exemplaire de participation citoyenne. Et à travers ces gestes, ces militaires renforcent les efforts déjà en cours et réaffirment l'engagement de l'armée dans la construction de la nation. Nous avons décidé de participer à cette initiative. Tous, on peut contribuer sur le terrain comme contribuer en ville. Donc tous, c'est pour le bien-être du Faso. Aider ceux qui font le travail à faire ce qu'ils doivent faire. Tout un chacun à son niveau, il peut faire quelque chose pour cette nation-là. Donc c'est pour ça aujourd'hui la promotion 2017 des forces armées ont décidé de porter encore une des autres mains sur les Faso-Mebo. Une manifestation de patriotisme qui ne s'est pas arrêtée au quartier général de Faso-Mebo. La direction centrale de l'action sociale et des services psychologiques des armées a également reçu les soldats de la classe 2017. Après un bref entretien pour s'enquérir des conditions de prise en charge des veuves orphelins de leurs frères d'armes tombés sur le champ d'honneur, une enveloppe de 80 000 francs CFA est remise pour soutenir la direction.
Orange avec la presse, 3e édition, un cadre d'échange avec les patrons des organes de médias et Orange Mali. L'initiative vise à mettre en lumière les produits et services et les innovations digitales de Orange Mali. Reportage Ibrahim Kaokonaté et Sambou Diakité. Le rendez-vous Orange avec la presse est un cadre d'échange interactif permettant aux hommes de médias de découvrir tous les produits et services qu'offre Orange Mali à la population. L'objectif de ces rendez-vous Orange avec la presse, comme son nom le dit, c'est de pouvoir venir à la rencontre de la presse, de présenter ce que Orange Mali offre aux populations maliennes, les produits et services dont ils peuvent bénéficier, mais aussi en tant qu'entreprise citoyenne, c'est de pouvoir prendre la parole sur des sujets avant-gardistes, des sujets novateurs pour lesquels Orange, en tant qu'entreprise citoyenne responsable et first mover, comme on dit, est présent sur le marché. Le choix de la direction des entreprises et professionnels vise à étaler une large gamme de produits et services. On a comme mission principale vraiment de digitaliser l'activité au sein de ces structures-là et de pouvoir leur produire des solutions, que ce soit sur la connectivité, que ce soit sur la partie mobile et aussi même sur l'intégration de services, c'est-à-dire les réseaux qu'ils peuvent mettre en place, la digitalisation aujourd'hui qui est une vraie réalité au sein des structures. Donc la direction des entreprises est là pour accompagner et aussi conseiller ces structures-là parce que nous sommes dans une posture de conseil pour pouvoir adapter les besoins des entreprises à nos offres. À travers une série de présentations, la direction des entreprises et professionnels se veut une solution à tous vos besoins en matière de connectivité et de sécurité. Ouverture à Ségou des travaux de la première édition de l'Académie du Comité national des jeunes travailleurs de l'UNTM. Les échanges portent sur le dialogue social, la technique de négociation collective et l'historique du mouvement syndical. Une quarantaine de jeunes syndicalistes venus des régions de Kaï, Ségou, Kita, Nyoro et du district de Bamako prennent part à cette rencontre. Reportage Amidou Diallo et Bakary Traoré. L'avenir du syndicalisme repose sur la formation, l'éducation et la responsabilité. C'est fort de ce constat que se tient la première édition de l'Académie du Comité national des jeunes travailleurs de l'UNTM dans la région de Ségou. L'Union nationale des travailleurs du Mali est une école de conscience sociale, de militantisme éclairé et d'engagement citoyen. Cette académie n'est donc pas un simple séminaire. Elle est un espace de transmission, un moment de consolidation, un temps de projection vers l'avenir. L'histoire nous enseigne que les grands changements ont toujours été portés par une jeunesse éveillée. Faisons honneur à cette mémoire et refusons la passivité. Que cette académie soit pour nous tous un lieu d'apprentissage. Durant 3 jours, ces jeunes syndicalistes venus de plusieurs régions et du district de Bamako échangent sur le dialogue social, la technique de négociation collective et l'historique du mouvement syndical. Négocier nécessite un savoir-faire, négocier nécessite un savoir-être. Donc nous sommes là aujourd'hui pour apporter aux jeunes les outils nécessaires pour leur permettre de bien négocier, de bien dialoguer et d'avoir des résultats utile. Je vous invite à saisir cette opportunité pour vous enrichir les uns les autres de vos expériences respectives par une participation active. Et je sais compter sur votre assiduité aux différentes séances. À la cérémonie d'ouverture de cette académie des syndicalistes, le représentant de l'OIT honoré par le Chiwara, c'est là pour son engagement auprès des travailleurs. Bendougou, dans la commune de Djanko, a désormais de l'eau potable grâce au programme Tunkaranke. 5 forages de villages dont l'eau était impropre à la consommation ont été dotés de systèmes de traitement et de filtrage. Boubacar Bablin Touré est notre envoyé spécial. Ça fait plus de 10 ans que ces forages ont été réalisés et à cause de la qualité de l'eau, impossible de boire. Il faut 8 millions pour rendre l'eau consommable. Et depuis, c'est un problème sans solution. Ce problème ainsi évoqué par le chef du village de Bendougou dans la commune rurale de Djakon se conjugue désormais au passé.
L'eau des 5 forages qui étaient impropres à la consommation est à présent potable pour les 17 851 hameaux du village grâce à un système de traitement et de filtrage installé sur les différents points d'eau. Avoir de l'eau potable, c'était chose impossible. Aujourd'hui, grâce au programme Tungaranke, nous avons une eau potable. Des travaux réalisés grâce aux bénéfices générés à travers un premier chargement de riz au profit des commerçants détaillants du village. Ces fonds ainsi destinés au projet de développement de la localité ont pu être collectés grâce au concept Point Diaspora du programme Tungaranke et son partenaire de la BESIC Mali. Le concept Point Diaspora, tel conçu, peut permettre à un village de gagner de l'argent sur tout ce qui est consommé localement par ses habitants. Donc aujourd'hui, l'objectif recherché, c'est comment multiplier ce genre d'initiative, donc afin que tous les habitants de Bendougou puissent continuer à travers le mécanisme de structuration de la chaîne d'approvisionnement, générer des bénéfices et faire d'autres exemples. Au-delà de donner de l'eau potable au village, le concept Point Diaspora est aussi une opportunité pour les commerçants détaillants de Bendougou de s'approvisionner en riz sur place et à moindre coût. Aujourd'hui, nous sommes approvisionnés en riz sans difficulté et nous tirons profit en termes de bénéfices grâce au concept Point Diaspora. Une aubaine également pour les habitants d'avoir du riz à un prix abordable. Avant, on achète les sacs de riz même à 25 000 francs CFA. Si on a ça aujourd'hui à 20 000 francs CFA, en tant que les chefs de famille, c'est un véritable soulagement. Cette première opération a permis quand même de démontrer que le village peut bénéficier des commissions. Donc, il s'agira maintenant d'ajouter d'autres services, d'autres produits supplémentaires. Donc, ils vont augmenter maintenant les commissions de Bendougou du village en vue de financer donc d'autres projets. Ces projets seront suivis d'autres, toujours au profit de Bendougou, a laissé entendre le promoteur du programme Tungaranke. Fin de la formation de l'approche de développement conduite par les communautés DDC à Nara. C'est une initiative de projet Malidenko, un projet initié par l'État et ses partenaires et qui va toucher tous les domaines de développement. Pour cette première partie, 6 régions sont concernées, à savoir Kaï, Nioro du Sahel, Taoudéni, Kidal, Tombouctou et Nara. Le reportage est signé Idrissa Keita. Après 12 jours de formation sur l'approche de développement, voilà un vivier de participants avec des capacités renforcées sur les outils nécessaires en vue de mettre en œuvre efficacement cette approche sur le terrain. Nous espérons que vous avez tiré le maximum de profit et ce qui vous a été enseigné, et je suis convaincu que cette formation vous sera une très grande utilité dans votre contexte de travail. Nous sommes désormais motivés à mettre en pratique les enseignements reçus et à collaborer étroitement avec toutes les parties prenantes pour atteindre les objectifs fixés du projet Malidenko. Près d'une vingtaine de superviseurs, facilitateurs techniques et communautaires prennent part à cette première partie de la formation sur l'approche DCC. Chers agents, vous êtes désormais outillés à accompagner efficacement nos différentes communautés. Ayez toujours en tête que vous êtes le cœur battant de notre antenne. Ce projet construit par les Maliens, pour les Maliens, constitue un modèle de gouvernance endogène à saluer et à soutenir. Il contribue de manière concrète à renforcer l'État dans les zones vulnérables, à favoriser l'inclusion sociale. Cet atelier a été rendu possible grâce au ministère en charge de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale et la Banque mondiale. Et à Tomian, dans la région de San, fin du projet Résilience climatique et stabilité. À cet effet, un atelier a été organisé avec tous les acteurs pour faire le bilan. Un projet qui touche le Mali et le Burkina Faso est financé à 1,180 milliard de francs CFA, dont 509 millions pour le Mali. 200, le reportage de Drissa Koni.
Le projet Résilience climatique et stabilité RECLIS à la frontière du Mali et du Burkina Faso est une initiative de l'ONG Mercy Corps. Il arrive à terme après 42 mois de mise en œuvre. Nous avons fait des infrastructures sociaux de base, à savoir 4 périmètres maraîchers d'une valeur de... Une gestion et un entretien. Les comités mis en place doivent rester actifs. Les mécanismes de dialogue doivent continuer à fonctionner pour prévenir les conflits. Le projet RECLIS est financé par la Fondation Patrip à travers les gouvernements allemands et danois pour un coût global de 1,180 milliard de francs CFA. Journée de vulgarisation et d'appropriation de la charte de transition révisée à Caille. Objectif édifier les jeunes sur la nouvelle charte de transition. Reportage Brahima Dao. Le cadre de concertation des jeunes leaders de CAI ne cesse d'apporter son soutien aux plus hautes autorités de la transition chaque fois que l'occasion lui est offerte. Il s'engage à servir de relais et d'acteurs clés dans la vulgarisation de la charte de transition révisée en organisant cette journée de vulgarisation et d'appropriation de la charte de transition révisée dans la cité des rails. Nous les jeunes jouerons pleinement notre partition et le rôle d'avant-garde dans tous les combats, mais aussi dans tous les actes de développement de notre nation. J'ai expliqué le contenu de la charte, mais également rappelé le processus ayant abouti à la signature de cette charte. Il s'agissait des recommandations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur, surtout dans le cadre du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, notamment les recommandations qui ont porté sur la thématique des questions politiques et institutionnelles. Le Conseil à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de la région a rappelé que notre chère patrie a plus que besoin de ses enfants dans une synergie d'action et dans la communion pour sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Les jeunes de CAI nous interpellent aujourd'hui et nous demandent de s'approprier de la charte révisée de la transition. C'est l'occasion pour moi de leur dire bravo et félicitations pour cette belle et salvatrice initiative. C'est là au nom des plus hautes autorités de notre pays. Notons que le directeur de l'Académie d'enseignement de CAI a remis une centaine de copies de la charte de transition révisée au cadre de concertation des jeunes leaders de CAI en guise de contribution pour l'organisation de cette journée. Également dans cette édition, lancement de la 31e édition de la campagne nationale de reboisement, le projet Coalition malienne Genre, Sécurité et Changement climatique donne le coup d'envoi de ses activités à Kéla, à 5 km de Kangaba. Objectif renforcer les capacités de résilience et de plaidoyer des femmes vulnérables de Kéla pour une justice climatique équitable. Dossé Babadjara et Sidi Modibo Dambélé. À quelques centaines de mètres du village, les berges de Marigot Djolé ont abrité la cérémonie de lancement des activités de la Comangès. Ce site sacré sert de lieu de pêche traditionnel tous les ans pour les habitants du village et leurs voisins. Et c'est sur ce site qu'un hectare réservé aux femmes a été aménagé pour le reboisement. 7 espèces d'arbres sont retenues. Les gestes s'inscrivent dans les objectifs du projet Coalition malienne Genre, Sécurité et Changement climatique Comangès. La Comangès se fixe comme objectif principal d'informer et de sensibiliser, de former le public sur le changement climatique et ses effets disproportionnés sur les femmes et inclure l'inclusivité dans les processus de consolidation de la paix, d'élaborer et veiller à la mise en application des principes et critères de protection de l'environnement des femmes face aux conséquences du changement climatique, travailler à l'éveil des consciences sur le lien entre le genre, le changement climatique et la sécurité. Avec ce financement d'un montant de $20 000, soit environ 11 millions de francs CFA, la Comagès entend mener sur une période de 2 ans un certain nombre d'actions. L'initiative est également à inscrire dans le cadre des actions des mouvements africains pour la justice climatique. Quand on parle de justice climatique, vous entendez le mot justice pour aller vers la réparation, pour aller vers l'adaptation et l'atténuation. Quand on demande à un profane, l'importance de l'arbre, c'est le fruit. Bon, alors que même l'air que nous respirons, l'oxygène, c'est l'arbre qui donne ça. Ça transforme le gaz carbonique en oxygène et que nous respirons.
Ce projet est un ensemble d'activités et un engagement collectif pour reconnaître et renforcer le rôle des femmes rurales dans la lutte contre les effets des changements climatiques. La plupart des arbres que l'on a plantés aujourd'hui sont des arbres fruitiers. Nous demandons à toutes les femmes du Mali de faire comme nous, car on ne peut pas dire toute l'importance de l'arbre dans la vie quotidienne. Dans le cadre du projet de 2 ans, les femmes de Kela vont bénéficier des séances de formation sur la justice climatique. Certaines informations font état d'une augmentation de cas d'accident vasculaire cérébral AVC au Mali. Cette augmentation du nombre de cas est non fondée et pourrait concerner d'autres types de pathologies différentes de l'AVC. L'assurance a été donnée par le professeur Ishaka Menta, chef du service cardiologie du CHU Gabriel Touré. Il est au micro de Thiago Konati. AVC, c'est l'acronyme de l'accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire, il y a un problème de circulation au niveau du crâne et cela se manifeste par des signes en périphérie. Par exemple, ça peut entraîner l'impossibilité d'utiliser une partie du corps. Ça peut être l'hémicorps, donc la moitié d'un corps. Ça peut être l'usage du langage seulement, ou bien même la perte de vue, ou encore l'utilisation d'un seul bras ou d'un seul pied. Ça peut se manifester de toutes ces façons-là. Quand on reçoit les cas, généralement, lorsqu'il y a des signes périphériques, comme je l'ai tantôt dit, la première des choses, c'est de faire un examen radiologique, ce qu'on appelle un scanner cérébral. Ce scanner cérébral-là permet de poser le diagnostic et donc de nous dire quelle sorte de pathologie nous sommes devant. Notamment, il s'agit de la pathologie qui peut être due à une ischémie au niveau du cerveau. Quand il y a ischémie, cela n'est pas du tout, ou cela n'a pas la même prise en charge que lorsque l'AVC est dit hémorragique. Et la prise en charge découle de ce premier diagnostic-là. On peut constater une légère hausse ou une légère baisse, mais à aucun moment on ne peut parler d'épidémie puisque ce n'est pas une maladie transmissible. Pour rassurer la population, je dis tout simplement que la fréquence de cette pathologie n'a pas changé. Nous avons beaucoup de cas, comme les autres années, à la même période, mais à aucun moment où, de toute façon, on ne peut pas parler d'épidémie là où nous sommes. Et de toute façon, même si cela arrivait, on ne peut pas le qualifier d'épidémie. Comme je l'ai dit, la terminologie épidémie est consacrée à certains types de maladies et l'accident vasculaire cérébral n'entre pas dans ce cadre-là. Dans Focus Santé d'aujourd'hui, nous allons à la découverte du Centre de recherche et de formation médicale. Ce centre qui est au CHU du Point G peut traiter plus de 200 échantillons par jour. Ces examens sont réalisés sur les prélèvements biomédicaux des patients pour diagnostiquer les cancers et les maladies génétiques. Focus Santé, une réalisation de Komba Sissé et Abou Koni. Le Centre de recherche et de formation médicale CREFPAM du CHU du Point G se donne comme mission le diagnostic des cancers sous toutes ses formes et des maladies génétiques. Le CREFPAM peut traiter plus de 200 échantillons par jour. On travaille présentement sur la tuberculose et les cancers des poumons, sur l'Helicobacter pylori et le cancer de l'estomac. On cherche aussi des gènes qui peuvent donner le cancer de la prostate et le cancer de la vessie. Il y a des maladies rares aussi. On peut citer par exemple les malformations génétiques telles que la trisomie 21, telles que aussi certaines maladies musculaires. Pour le diagnostic des pathologies, plusieurs laboratoires sont fonctionnels comme le labo génétique et la biologie moléculaire. Nos activités de recherche sont plus focalisées sur la recherche des modifications génétiques, leur rôle dans l'apparition et la progression des maladies qualifiées complexes, voire chroniques, telles que les cancers, l'accident vasculaire cérébral ischémique et puis l'hypertension artérielle. La machine à PCR, par exemple, ça peut prendre jusqu'à 96 échantillons. Ça prend 1h30 en moyenne. Détecter l'auteur d'un crime ou d'un viol,
ou confirmer la paternité d'un enfant. Ce sont là quelques activités qui seront réalisées à l'unité de médecine légale moléculaire. C'est une technique qui consiste à identifier un individu à travers son profil moléculaire avec une très grande précision. Donc c'est comme une sorte de carte d'identité génétique. Donc avec ça, on pourra éclairer la justice sur toutes les affaires des crimes ou des viols, aussi l'armée pour l'identification des victimes. On peut aider aussi la médecine à travers les suivis de certaines maladies chroniques. Aussi, il y a un aspect important, ça c'est de confirmer ou non une paternité. Si les maladies sont détectées, la seconde étape consiste à trouver des médicaments. Le laboratoire de pharmacologie du CREFPAM évolue dans ce sens en faisant le dosage des produits. Nous faisons principalement le dosage plasmatique des médicaments, notamment les médicaments contre le VIH, qu'on appelle communément les antirétroviraux, les antipaludiques, les anticancéreux, les médicaments contre l'épilepsie. En plus de ça, nous faisons le dosage aussi des stupéfiants comme le cannabis, la cocaïne. Nous pouvons faire non seulement le dosage qualitatif, on peut aussi les quantifier dans les liquides biologiques. Autre activité principale du centre, la formation du corps médical et le coaching. La mission concernant la formation concerne des formations de courte durée ou encore des formations continues qui mettent à jour sur le plan scientifique l'ensemble du personnel ici. Aussi, nous avons des formations également diplômantes, comme le master, et aussi des formations au niveau doctorat et sciences, ou doctorat de recherche, ou encore le PhD. Nous avons aussi des symposiums que nous organisons de façon annuelle. Nous avons plusieurs spécialistes, dont des gynécologues, des urologues, des bactériovirologistes, mais aussi d'autres spécialistes. Et ici, nous tenons les réunions pour faire le point des projets de recherche, les publications scientifiques, mais aussi les formations. Et en même temps, nous faisons des projections sur le futur. Au CREFPAM, la direction n'a plus besoin de chercher des maintenanciers ailleurs. La formation des spécialistes en ingénierie biomédicale est en cours pour la confection de certains matériels de travail. L'imprimante 3D, c'est vraiment pour faire les cadres des appareils. Donc c'est un laboratoire qui est fait pour qu'au Mali ici, on puisse nous-mêmes développer nos appareils de diagnostic médicaux. Le problème qu'on a au Mali, c'est que les appareils tombent en panne très facilement et il faut attendre des mois pour les réparer. Et ça, c'est un problème que ce laboratoire se fixe de résoudre. Tout est made in Mali. Donc la boîte, c'est l'imprimante, c'est cette imprimante 3D même qui a conçu maintenant, c'est-à-dire cette boîte en question plastique. Donc qui peut maintenant résister à la température, à nos températures qu'on a actuellement, des températures élevées sans souci. Donc, et qui est très intéressant aussi en télémédecine. Tu peux te connecter dans des coins très reculés, envoyer l'image à un spécialiste ici, à Bamako, et que le spécialiste interprète pour te donner des résultats. Le CREFPAM, dans sa démarche, est appuyé par les partenaires nationaux et internationaux. Et c'est ce qui met fin à cette édition. La rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous demain 13h pour un autre point de l'actualité. Pour ma part, au plaisir de vous retrouver à 20h. Dieu voulant, vouloir ressembler aux autres peut te faire oublier ta vraie valeur. Sois fier de ce que tu es. Conseil de nos grands-pères, soyons fiers du Mali. Le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. Bonne fin de soirée à tous. Nous laissons derrière nous